Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lifestyle Family Business. Je suis Audrey, maman de 4 enfants, passionnée par la magie des plantes, la santé préventive avec un focus sur l'équilibre hormonal. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. En 2022, nous sommes partis pour un long voyage en famille. Ce voyage nous a permis de réaliser qu'un autre modèle de vie était possible. Un modèle où l'on ne choisit plus entre carrière, épanouissement personnel et vie de famille. Et nous ne sommes jamais rentrés. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes, d'entrepreneurs audacieux et de familles innovantes. L'objectif, vous prouver que oui, avoir des enfants n'est pas un frein à une carrière, mais un moteur. Oui, mener des grands projets est compatible avec une vie de famille et un système nerveux respecté. Oui, il est possible de se créer une vie plus alignée et libre. Et le plus important dans tout ça reste d'apprendre à se connaître, s'écouter, se former, pour reprendre confiance et autonomie. Mes invités ne sont pas là pour que nous nous comparions, mais pour nous insuffler l'audace de faire nos propres choix. Ce podcast pourrait être cet entourage bienveillant, celui qui nous murmure à l'oreille qu'il est temps d'oser vivre ses rêves. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Marine, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Avec plaisir. Donc, je suis très heureuse pour faire une petite introduction pour les personnes qui nous écoutent. Marine et moi, on se connaît depuis un petit moment. On s'est rencontrés sur Insta. Attends, j'ai un trou. On s'est rencontrés sur Insta. Je pense que tu avais fait un post qui m'a énormément parlé. Puis on a commencé à papoter. Puis on a vu qu'on avait plein de points en commun, surtout perso. Et à la base, et donc on discute un peu pro et perso. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ton profil, c'est que tu fais assez peu de publications. T'es pas dans le faire, mais ça sent à chaque fois, c'est tellement juste ce que tu partages. Et d'ailleurs, je mettrai ton compte Instagram dans les notes de l'épisode. Donc ça m'a donné envie de collaborer. On a échangé plein de fois sur le pro. Mais il y a une partie que tu partages un peu moins, qui est la partie perso. Aujourd'hui, tu vis au Portugal. Tu as construit une activité de thérapeute, on peut dire avec grand succès. Et tu as une vie aussi, tu fais tes enfants en instruction en famille. Donc, on va aborder un petit peu tout ça, comme le veut mon podcast, à savoir toute la partie lifestyle, toute la partie famille et toute la partie business, parce que tu es quand même une femme qui m'inspire énormément là-dessus, sur comment tu arrives à jongler partout avec perfection. Alors ça, c'est Instagram. Non. Mais justement, je veux savoir ce qui se passe derrière. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Alors, pour celles qui me connaissent pas ou ceux, s'il y a des hommes qui nous écoutent, on sait jamais. Moi, du coup, je suis psychopraticienne. Ça veut dire que je travaille avec la santé mentale en priorité, mais je travaille d'une façon un peu particulière parce que je vais aussi travailler, du coup, avec le corps et le lien entre le corps et l'esprit. Par exemple, vous pouvez avoir de l'anxiété parce que vous avez des carences en vitamine B. Vous pouvez vous sentir dépressif parce que vous avez des problèmes de fer. Il peut y avoir plein de choses comme ça qui ont l'air, anodines ou qui ont l'air d'être que dans votre corps, mais qui vont donner beaucoup de manifestations dans votre santé mentale. Et évidemment, la plupart du temps, on est tout un système et donc l'un va interagir avec l'autre. Et c'est pour ça que moi, je travaille avec les 2 et que du coup, je travaille avec des questions, qui ont l'air un peu plus psy, du style, les traumas d'enfance, les événements marquants, les relations marquantes. Mais je vais aussi poser des questions à mes patients sur leur digestion, leur hygiène de vie, leur rapport à la lumière avec le rythme circadien, ce genre de choses et donner des conseils et des recommandations à propos de toutes ces choses-là, en même temps. Trop bien. Et côté perso? Et côté perso, du coup, je suis mariée, j'ai 2 enfants qui ont, aujourd'hui 7 et 11 ans et qui ont, toujours été instruits en famille. On pourra y revenir, tout à l'heure et donc j'habite en Algarve, donc dans le sud du Portugal, un endroit vraiment très joli. Donc voilà et avant ça, j'ai vécu en France, pendant un moment. Je pense qu'on y reviendra aussi tout à l'heure. On va y revenir tout de suite. D'accord, allons-y. Est-ce que tu peux nous raconter ton chemin au niveau pro? Est-ce que tu as passé par le salariat? Est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de te dire: «OK, je veux me lancer à mon compte»? Alors, je pense que j'ai toujours eu un grand intérêt pour la psychologie, mais c'était pas du tout ce qui était valorisé dans ma famille. Donc j'ai eu tout un premier parcours de professionnel où j'ai essayé, de trouver autre chose à faire. J'avais aussi plein d'autres intérêts, j'aime bien faire plein d'autres choses, donc j'ai été à droite, à gauche. Je pense que la priorité pour moi, pour être honnête, quand j'étais jeune, c'était surtout de partir de chez mes parents le plus tôt possible. Donc je suis partie le lendemain de mes 18 ans et j'avais déjà commencé à travailler un peu avant.
Donc puisque j'ai eu mon bac à 17 ans, donc ça m'a permis de faire un petit entre 2 et du coup, j'ai j'ai été salariée, j'ai fait pas mal de choses, mais j'aimais toujours travailler davantage, toute seule ou en tout cas, j'avais un peu de mal avec la hiérarchie et l'injustice qui va souvent avec, pour être honnête et que je vois toujours chez mes patients aujourd'hui, qui sont dans les milieux corporate ou autres. Donc donc ça m'a toujours plu l'idée de faire, quelque chose pour moi. Je pense que ça m'a aussi beaucoup plu l'idée d'indépendance. Moi, j'ai rencontré mon mari quand on était encore, ados, tu vois? Quand on venait d'avoir notre bac et on avait déjà envie d'autonomie, d'indépendance, d'autosuffisance même, de communauté, de choses comme ça. Donc c'était un appel très fort de pas juste suivre, le schéma classique de toute façon et c'est vraiment quand j'ai eu ma fille que je me suis autorisée à aller un peu plus loin, que j'ai cherché des choses sur la santé mentale, sur, la parentalité, sur ces choses-là parce que, ben, je voulais pas reproduire les mêmes choses que ce que j'avais vécu. Ouais. Encore une fois, pour être très honnête, c'est ça, c'était ça mon premier moteur et en fait, j'ai énormément étudié à ce moment-là, mais vraiment énormément et j'ai fini par, connaître beaucoup de choses et avoir beaucoup de gens qui venaient chez moi me poser des questions et qui finalement ensuite m'amenaient leurs amis, leurs cousines, pour poser des questions et cetera et un jour, j'ai une de mes amies qui m'a dit: «Mais Marine, ça c'est un travail en fait, tu peux pas continuer de faire ça pendant des heures gratuitement chez toi, à recevoir tout le monde et à aider tout le monde. En fait, c'est un vrai travail, tu pourrais gagner de l'argent avec ça, il faut que tu le fasses, il faut que tu crois en toi et que tu te lances» et c'est à ce moment-là qu'on a acheté notre première maison en France donc et en fait, là-bas, j'avais déjà du réseau qui me connaissait pour, ce que je savais, mes conseils et cetera. Donc entre temps, j'ai fait quelques formations pour me professionnaliser et puis j'ai ouvert mon cabinet et en fait, ça a commencé comme ça. Donc ça s'est fait assez naturellement finalement et je n'ai jamais, jamais, jamais regretté de ne plus avoir de patron, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Tu faisais quoi comme, travail avant? Ben, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé quand j'étais ado à vendre des légumes sur le marché. Ensuite j'ai fait l'école d'infirmière, ça c'était une période de ma vie où, je pense qu'après avoir fait pas j'ai aussi, cousu des vêtements, enfin j'ai fait pas mal de choses. Donc ça c'était aussi un premier entrepreneuriat, du coup je faisais des vêtements, que je faisais moi-même et que je vendais sur internet, à l'époque sur eBay, et j'avais quand même réussi à faire un business de ça, mais c'était pas assez satisfaisant, c'était très, solitaire. C'était sympa, c'était créatif, mais voilà, bon j'ai là à ce moment-là j'avais 18-19 ans, tu vois? Et après comme il y avait rien qui matchait, je suis allée à l'école d'infirmière. J'ai très bien réussi le concours. J'étais 4e sur 880, donc c'était une époque de ma vie où j'allais enfin faire ce que mes parents auraient été très fiers de moi de faire ça. Donc ça a roulé. Je m'étais toujours ma mère était infirmière, donc je savais que c'était comme l'option que j'allais pouvoir faire. Heu, C'était sûr que moi j'y arriverais, que si je trouvais pas ce que je voulais faire d'autre et ben, j'irais à l'école d'infirmière et puis ce serait simple et puis voilà. Et en fait, j'ai fait ça et sauf que, c'était très intéressant, surtout la première année, qui est, très calée sur le programme de médecine. C'était très intéressant, il y a plein de choses, vraiment chouettes. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'étais surtout intéressée par la psychologie. Ben, c'était pas une surprise, mais et que en fait, ça me plaisait pas. Il y avait plein de choses qui me plaisaient pas dans le travail d'infirmière et même si j'y arrivais donc j'étais dans les meilleures de ma promo, j'y arrivais très bien, j'avais des excellentes notes au stage, j'étais la première à pouvoir, aller faire des prises de sang même en première année parce que je m'en sortais très bien. Donc il y avait ce côté, bon succès et tout le monde qui me disait: «Ben, regarde, c'est super, c'est pour toi, tu y arrives tellement bien» et en même temps, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me disait: «Non, mais en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça, je me vois pas faire ça» et donc ça a été une période où en fait, j'ai fini par vraiment, littéralement finir en dépression, je pense, j'étais vraiment très, très mal. Donc je suis allée voir, mes profs et je leur ai dit: «Non mais en fait je peux pas, j'en peux plus, je me sens mal, j'ai envie de pleurer à chaque fois que j'y vais», et personne comprenait parce que j'avais des super résultats. J'étais en deuxième année, tout se passait bien, je faisais un stage en réa, il y avait aucune raison, il y avait rien pour dire que ça n'allait pas et donc ils m'ont tous dit: «Mais non, regarde, tu es tellement excellente, c'est Ouais. forcément fait pour toi, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est génial» et de l'autre côté, j'avais, pas mal d'autres gens, notamment, voilà, dans la famille, tout ça, qui me disaient: «Mais enfin, c'est ta chance d'avoir un meilleur salaire et de réussir et donc il faut que tu fasses ça» et en fait, j'ai Le fini temps par l'a faire un fait. laisser tomber. Je me suis dit: «Non, mais en fait, c'est pas possible» et je pouvais prendre une pause de 5 ans. Donc j'ai dit: «Bah, je vais prendre une pause de 5 ans et si d'ici là je reviens, bah, voilà, j'aurai le temps de réfléchir et de voir si c'est vraiment fait pour moi et sinon, ben, je vais peut-être quand même m'intéresser à d'autres choses et déjà essayer de récupérer un peu, niveau de qualité de vie» et donc j'ai arrêté. Personne comprenait. Tout le monde pensait que c'était une grosse erreur et que c'était complètement Tu fou. avais déjà ta fille à ce moment-là ou pas encore? Non, pas encore. Et donc à ce moment-là, on est partis sur complètement autre chose parce que mon mari et moi, on a toujours rêvé de faire, d'être autosuffisants. Donc on a fait, lui et du coup, je me suis inscrite avec lui parce que j'étais libre à ce moment-là. On a fait une formation, on a fait un BPREA en maraîchage biologique.
Donc là, on est parti apprendre. On ne voulait pas le faire professionnellement, mais on voulait apprendre pour le faire pour nous, pour avoir notre propre potager et pouvoir gérer ça. Et à ce moment-là, je suis tombée enceinte de ma fille et donc ça a changé notre plan, aussi, à ce moment-là. Donc j'ai travaillé après, comme, aide-soignante puisque j'avais validé, mes 2 premières années d'école d'infirmière, donc j'avais automatiquement mon diplôme d'aide-soignante. Donc là, j'ai travaillé, j'ai beaucoup aimé travailler à domicile puisque j'étais un peu autonome, pas tellement travailler en structure. Et ensuite, j'ai eu ma fille et pour rester avec elle, je me suis reconvertie en assistante maternelle, pouvoir rester avec elle et faire ça. Et c'est là qu'en fait, ben, j'ai eu, tout ce truc d'apprendre toutes ces choses-là, où tout le monde est venu me voir, tout le monde me pose des questions et cetera et où finalement, j'ai fini par faire d'autres formations professionnelles et complètement, changer de trajectoire à ce moment-là. Incroyable. Incroyable de voir, tu sais, toutes les cette étape de recherche, tu sais? Mais cette étape de recherche et à la fois cette volonté de te dire: «OK, en fait, là, il y a un truc qui va pas, je vais tester ça, je vais tester ça» et puis, en fait, le fait d'avoir testé tout ça, fait qu'au final, ça t'a aidé à avoir plus de clarté sur ce que tu avais envie de faire et à chaque fois, du coup, pendant ça a été quand même assez long, cette période de recherche, qu'il y avait plus tu de quoi tu vivais, du coup? Tu étais à la fois, aide-soignante. Bah, j'ai toujours travaillé d'une manière ou d'une autre, en fait, donc j'avais pas des gros salaires du tout, mais je travaillais toujours. Mon mari travaillait aussi, j'étais déjà avec lui, même si on n'était Tu pas faisais de la mariés. formation en parallèle. Donc lui, il a fait la formation, mais c'était juste 1 an et c'était un moment où on était au chômage puisqu'on avait déjà travaillé avant, donc ça, c'était pas gênant. Mais je pense que surtout, en fait, moi, j'ai cherché, la vraie recherche que j'ai eue à ce moment-là, c'était j'ai cherché comment faire quelque chose qui me plairait et faire plaisir à mes parents, pour être honnête, vraiment. Et j'ai fini par trouver que, en fait, le plus important, c'était de faire quelque chose qui me ressemblait à moi. Dire que je voulais être psy, je pouvais déjà le dire, bien avant, mais je pouvais pas m'autoriser à le faire, c'était pas du tout valorisé, ça aurait pas été quelque chose, vraiment de bien vu spécialement. Dans ma famille, on appelle ça de la masturbation de cerveau, Mmh. psychologie, donc c'était pas bien vu et ça m'a pris du temps de m'autoriser à faire ça. Et aussi, je pense que finalement, ça a été à la fois, j'aurais envie de dire, ben, du coup, j'aurais pu suivre ça dès le début, j'aurais pu plus m'écouter et puis, le faire tout de suite en sortant du lycée et cetera. Mais la réalité, c'est aussi que je pense que je suis une bien meilleure thérapeute maintenant d'avoir vécu tout ça, parce que je sais ce que c'est quand mes patients, ils me parlent du coup, de leur quotidien au travail et cetera. Je sais ce que c'est d'avoir eu des patrons, je sais ce que c'est, d'avoir dû, faire, certains jobs, vraiment éprouvants physiquement aussi. Je comprends pas mal de choses et puis moi-même, j'ai pris plein de maturité avec ces années et j'aurais pas du tout été aussi mature à mon avis si j'avais fait le parcours classique, je sors du lycée, je fais ça. J'ai encore, un peu rien vécu. Moi, quand je me suis lancée, j'avais déjà voyagé, j'avais beaucoup d'expérience dans des milieux professionnels différents, j'avais, aussi beaucoup travaillé sur moi et découvert des choses à propos de moi. J'avais aussi beaucoup déconstruit de choses, de mes propres traumas et cetera et je pense que c'est aussi ça qui m'a aidée à avoir une vision plus mature et peut-être aussi à m'autoriser à faire, des chemins un peu différents dans la façon dont j'accompagnais les gens donc finalement, je sais qu'il y a eu plein de moments, dans ma vie professionnelle actuelle où je me suis dit: «Ah tiens, c'est trop drôle, ça m'a vraiment aidé d'avoir pu avoir ça avant et d'avoir pu avoir ça avant et de faire ça avant. J'aurais pas cru, mais maintenant ça m'aide à faire ça». Donc c'est aussi super chouette Mmh. et petit spoiler, on a du coup quand même réussi à faire, un vrai homesteading, tu vois? À vraiment être autonome, en légumes, en poulet, en canard et tout ça chez nous plus tard donc ça n'a pas été perdu. On a vraiment utilisé toutes ces connaissances, pour nous et pour notre famille du coup, pour le transmettre aussi. Ouais, mais de toute façon, oui, c'est hyper intéressant et ça, c'était en France ou c'est au Portugal que tu, Ah, c'était en France, c'était en France. Moi, je suis restée en France jusqu'à ce que l'IEF soit interdit. on va en parler. C'est bien que tu dises ça. Donc là, avant, on va parler de la partie un peu on va continuer de rester sur la partie un peu entrepreneuriat. Tu as choisi de te former aux États-Unis. Mmh mh. Voilà, c'était quoi ton idée d'aller chercher une formation là-bas par rapport à un cadre classique européen? Qu'est-ce que ça t'a apporté de sortir de cette case classique, on peut se former en France aussi, tu vois? Oui, bien sûr, il y a de très bonnes formations en France. J'ai commencé par faire des formations en France d'ailleurs, mais je pense que très vite moi j'aime bien, aller en dehors des sentiers battus. Je pense que ça fait partie aussi de mon histoire et de comment j'ai survécu dans ma vie, je pense. Du coup, ça a été assez, j'ai beaucoup aimé chercher ce qu'il y avait d'autre et cetera et je me suis vite rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient super intéressantes, mais qui étaient pas encore traduites en français. Du coup, ça m'a vite guidée vers, beaucoup de lectures anglophones et du coup, ben, aussi beaucoup, tout le milieu de la psychologie et de la médecine fonctionnelle anglophone, qui est quand même, énorme et très en avance sur la France
Et je sais qu'en France, on a tendance à être un peu cocorico, on est les meilleurs, les USA, ils sont nuls et cetera. En vrai, c'est vraiment, quand on est avec des expats et qu'on sort un peu de la France, on voit bien qu'il y a plein d'autres pays, même européens, qui se moquent de la France parce qu'on est super en retard, notamment sur la psychologie. Donc forcément, du coup, pour moi, aller aux USA et voir toutes ces choses-là qui étaient largement en avance et qui avaient aussi été déjà largement publiées, étudiées, reconnues et cetera. Pour moi, c'était assez naturel que c'était ça que je voulais apprendre et que c'était comme ça que je voulais faire. Je pense aussi qu'on est dans une étape en France où on sait que la psychologie un peu old school, «classique» entre guillemets, ça porte pas ses fruits autant que ce qu'on nous raconte et que les patients le savent et les professionnels le savent. Moi, j'ai eu beaucoup de psys, qui sont venus me voir aussi en me disant: «Ben, moi, j'ai fait toutes mes études et en fait, je sais pas, j'y arrive pas, j'arrive pas à sortir mes patients, vraiment de leurs problématiques, à avoir des résultats» et cetera. Et ils sont hyper déçus parce qu'ils ont énormément travaillé, ils se sont énormément investis, mais ils finissent par eux aussi faire des formations complémentaires, même en France, hein, encore une fois, il y en a des biens. Mais je vois que au plus ça va, au plus je vois des psys, jeunes, on va dire récents en France, aussi chercher d'autres formations pour aller plus loin. Là où je pense que le système aurait pu, ben, se mettre un petit peu à jour et ça aurait pas été trop. Donc tout ça pour dire que moi, ça a été plus sensé pour moi d'aller là-bas et aussi ça me permettait d'aller directement à la source parce que du coup, j'ai pu faire des formations avec, des grands noms de la psychologie, moderne, on va dire, comme, Bessar von Kolk, Peter Levine, ce genre de personnes, Gabor Maté, Hélène Vora et là récemment ma formation Functional Labs avec le docteur, du coup, Kirsten, Allott. Donc ça m'a permis aussi d'aller directement, chez les personnes qui avaient commencé à découvrir des choses, chercher des choses et cetera et de pouvoir, avoir, ben, je pense, une très, très bonne qualité de formation. Mmh. Je te pose la question et je suis aussi, un peu, pareil, c'est-à-dire que j'aime beaucoup aller me former, ailleurs et je trouve que les lectures anglophones, elles sont incroyables. Même en aromathérapie, tu vois, il y a énormément de choses qui sont hyper intéressantes et je pense que c'est à la source. Il y a vraiment ils ont vraiment un train d'avance par rapport à nous. Donc c'est hyper intéressant que tu te sois formée et de se dire que, ben, les personnes qui t'écoutent aussi, elles savent que peut-être si elles n'ont pas eu de résultat avec un courant de pensée ou une façon de faire, ça peut être intéressant de tester avec des personnes qui se sont formées ailleurs et qui ont un autre angle de vue, en fait. Oui et je pense qu'il peut y avoir, de très bons psys, qui ont une formation classique et qui sont très bien et moi ça m'arrive, d'envoyer des patients là-bas, hein, donc vraiment ça peut être très bien, c'est pas tout ou rien. Un peu comme Mmh. l'IEF, hein, c'est pas, il y a pas, juste une direction. Mais C'est une c'est alter vrai que tu vois, pour parler d'entrepreneuriat et de choses comme ça, moi au début j'ai été un peu complexée du coup de pas avoir fait le parcours classique, de pas être une vraie psychologue et tout ça. Et finalement, au plus j'ai pratiqué, au plus je me suis rendu compte que maintenant, c'est vraiment quelque chose que je dis en premier. Je suis pas psychologue, j'ai pas la formation classique parce qu'en fait, les gens cherchent ça la plupart du temps. En tout cas, les gens qui viennent me voir évidemment. Ouais, Les autres qui sont très contents avec leur psy, ils ont plus besoin de venir me voir. Donc je dis pas que tous les psys sont nuls, loin de là. Mais du coup, finalement, ça a été aussi le moment de réaliser qu'en fait, il y ça pouvait avait être aussi une force. c'était complètement une force, il suffisait juste de l'assumer et de montrer ce qu'on avait de différent et puis ça marchait donc n'hésitez pas à faire ça dans vos business parce que c'est c'est souvent très utile. Mmh. Assumer, c'est ça. Comme nous, quand on dit on est je leur dis: «Vous leur dites que vous êtes pas médecin, vous leur dites que vous êtes pas infirmière, que vous êtes pas aromathérapeute», enfin, tu vois? Vous avez cette formation-là et c'est aussi une approche qui est hyper différente, qui est un peu à l'américaine aussi, nous et OK, donc on va passer sur, maintenant, qui tu aides exactement? Parce que ça reste un petit peu flou. Quels sont les 3-4 types de personnes que tu reçois dans ton cabinet? Mmh. Et quels sont leurs Alors, problèmes? Donc pas forcément le type de personne, mais quels sont les les 3-4 problématiques problématiques? le plus, ouais. Ouais, je comprends. Ben, je dirais que la première, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est pour tout ce qui est burn-out, problématique d'épuisement émotionnel, soit déjà en burn-out, soit qui ont fait des burn-out et qui essayent de récupérer ou de plus en refaire. Et ça peut être du coup donc soit cette partie-là, on va dire, où ils sont déjà conscients du problème, ils savent qu'ils ont fait un burn-out, ils se rendent compte qu'ils sont en burn-out. Mais ça peut être aussi donc c'est souvent des femmes, hein. J'ai quelques hommes, mais souvent c'est des femmes, qui ne se rendent pas compte qu'elles ont ça. Donc elles vont me dire qu'elles sont fatiguées, il y a quelque chose elles sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais elles savent pas et elles vont pas forcément mettre le nom dessus, mais c'est souvent, ce qu'on appelle la high functioning anxiety, donc c'est de l'anxiété, on va dire, très performante. Ça veut dire que c'est des femmes qui vont venir en ayant réussi une carrière. Elles ont souvent des jobs, vraiment responsabilités, elles sont très intelligentes, elles s'en sortent très bien,
De l'extérieur, tout le monde va dire qu'elles y arrivent, mais à l'intérieur, plus ça va, plus elles se sentent, affaiblies parce qu'elles sont pas, en contact avec leur «puissance» entre guillemets, en qui vient d'une bonne confiance en elles, mais elles sont plutôt en train de réussir et performer en regardant tout le temps derrière elles s'il y a pas quelqu'un qui va, les juger, les rattraper, réaliser qu'en fait, elles ont rien à faire là et qu'elles ont juste eu de la chance, et elles vont du coup être en permanence en train de stresser à cause de ces choses-là, et donc c'est cette anxiété-là qu'elles vont pas pouvoir nommer parce que pour elles, l'anxiété, ça va être, au fond, d'une salle, en respirant dans un sac en papier, tu vois? Mais en fait, c'est une forme d'anxiété qui est hyper, forte et qui est assez lourde et qui est très présente chez mes patientes parce qu'elles ont souvent un profil, du coup, comme je disais, avec, des boulots à responsabilité. Elles réussissent, elles ont des très bonnes carrières, des très bons revenus, ce genre de choses. Pourtant, elles vont pas bien parce qu'en fait, il y a tout ça derrière. Donc ça va être aussi une grosse catégorie. Et après, l'autre chose que j'ai en principal aussi, c'est tout ce qui est les personnes qui sont people pleasers, qui vont avoir tendance du coup à se suradapter, à faire trop pour les autres, à, pas forcément comprendre pourquoi elles sont à la fois trop gentilles, à la fois des fois elles explosent, mais c'est parce qu'elles ont trop réprimé et qu'après, leurs limites, explosent tout d'un Mmh. coup réel, qui vont avoir du mal à dire non, qui vont avoir peur du conflit, qui vont avoir peur de prendre leur place, dans le monde en général, perso ou pro, voilà, le genre à dire, «Non mais moi je m'en fiche, on peut faire, mexicain ou chinois», alors qu'elles aiment pas le chinois, mais elles vont jamais oser le dire devant tout le monde, quand on va leur demander leur avis, elles vont toujours faire en fonction des autres, et c'est souvent des femmes du coup qui arrivent et qui ne savent même pas vraiment qui elles sont. Elles vont C'est ce souvent que dire j'allais genre: «Je sais même pas de quoi j'ai besoin, je sais même pas vraiment qui je suis, mmh. parce que si j'enlève tout ce que je fais par loyauté pour les autres, pour plaire aux autres, pour faire plaisir aux autres, je sais plus bien ce qui reste», et donc ça fait partie des gros, gros sujets. Et après, j'ai aussi toujours, parce que j'ai vraiment commencé avec ça, tout ce qui est parentalité. Donc ça m'arrive de temps en temps, d'avoir aussi des patients qui viennent, parce qu'ils ont des problèmes avec leurs enfants, principalement aussi parce qu'ils vont, pas vouloir reproduire les choses qu'eux, ils ont vécues avec leurs enfants. Ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui est réveillé en eux avec leur enfant, ils vont vouloir faire autrement et aller vers une parentalité ni autoritaire ni laxiste. Et pour ça, du coup, ils vont aussi éventuellement venir me voir, et j'ai aussi toute la partie webinaire, conférences et cetera, où je suis beaucoup sollicitée par des professionnels, soit des organismes publics, soit des organismes privés, pour tout ce qui est santé mentale, ça peut être parentalité, ça peut être, des choses comme ça. Super, c'est intéressant parce que tous les profils dont tu as parlé, j'ai l'impression que ça correspond tellement au monde d'aujourd'hui, tu vois? Mmh. Et ce que tu as dit aussi par rapport à la connexion, des femmes, enfin, tu vois, de plus savoir, j'ai l'impression, tu vois, forcément quand tu fais allez suivre Marine parce que vous allez voir dans tous ses posts, on se reconnaît. On est forcément à un moment donné tous passés par cet état-là et de se dire que c'est OK et qu'on peut être aidé là-dessus. Je pense que c'est rare encore des personnes qui pensent qu'on peut être accompagné sur tout ça et que c'est hyper important de le faire. Du coup, toi, tu ta dans ta boîte à outils, quels sont les outils que tu utilises principalement? Et est-ce que tu utilises l'aroma, la micronutrition? Ouais, quels sont tes outils, en particulier? Alors, bah, moi, je travaille avec, une approche vraiment intégrative, donc j'ai plein de comme une famille d'outils, notamment en psychologie où du coup, je vais aller voir ce qui va aider le plus pour des patients. Par exemple, je fais de l'EFT, j'ai des patients qui vont faire que de l'EFT parce qu'ils viennent pour une problématique très spécifique et puis après c'est bon. J'ai des patients qui en font jamais, j'ai des patients qui en font à un moment de leur parcours mais pas d'autres. On va utiliser l'analyse transactionnelle, les outils de régulation polyvagale évidemment, ce genre de choses. Il y a plein, plein de choses là-dedans, je vais pas trop détailler, mais en gros, tous ces outils-là un peu thérapeutiques, psy. Tout ce qui va aider aussi à recabler le système nerveux, le cerveau et cetera. Donc pas seulement comprendre ce qui va pas, mais aussi apprendre à faire autrement, apprendre Mmh. à changer. Parce que c'est souvent ça, souvent on vient avec, un peu de culpabilité ou avec un peu de désespoir en se disant: «Non mais de toute façon, j'ai fait tant d'années, chez le psy ou j'ai lu tous ces bouquins, j'ai fait ce programme en ligne, j'ai fait tout ça et j'ai bien compris, je sais d'où ça vient, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois pas faire, mais alors je suis incapable d'y arriver, de passer à l'action, ça c'est pas possible». Et du coup souvent on pense que c'est de notre faute, que c'est parce qu'on n'a pas assez, on n'a pas, assez travaillé, on n'a pas assez de motivation, on n'est pas capable ou et ça, c'est le principal problème parce qu'on s'identifie à nos symptômes, on a l'impression que c'est nous, parce qu'on est comme ça depuis tellement longtemps qu'on sait même pas qui on serait en dehors de ces symptômes et du coup, on se dit que: «Bah, je suis comme ça, c'est fichu, je vais devoir faire avec et puis tant pis». Alors que maintenant, on sait On a que peur même, notre cerveau, certains. il peut se recabler. Et il peut changer si on l'entraîne, si on lui apprend à faire comme ça. Donc ça, moi, je vais beaucoup travailler là-dessus, sur tout ce qui est neurobiologie du trauma et on va apprendre avec des exercices et des choses comme ça à apprendre à faire autrement, pas juste comprendre ce qu'il faudrait faire d'autre.
Et là-dedans, il y a aussi du coup tout l'aspect, micronutrition. Donc l'aroma, moi, je m'en sers énormément, à la maison avec mes enfants, pour nos soins, même pour les émotions des enfants et tout ça. Ils ont vraiment l'habitude de le faire. Pour mes patients, je m'en sers pas trop, je pense parce que c'est pas venu comme ça et comme ce que je faisais, ça suffisait, j'en avais pas forcément besoin. Mais je sais que ma collègue, elle peut recommander ça, ma collègue naturopathe, elle va le recommander, de temps en temps. C'est complètement un outil, qu'on peut utiliser aussi en complément. Juste moi, je l'ai pas installé pour l'instant dans ma pratique parce que bon, on peut pas non plus avoir 10 C'est 000 ça. outils, tout le temps, mais ça a sa place. Et par contre, on va beaucoup utiliser la micronutrition. Alors, parce que moi, je regarde les bilans sanguins et cetera, bien sûr en collaboration avec les médecins. Je vais quand même regarder tout ce qui est normes fonctionnelles et du coup, quand on est en dessous, on va avoir besoin de remonter ça parce qu'on ne peut pas se sentir bien, dans notre tête quand on n'a pas ce qu'il faut dans notre corps pour fabriquer les neurotransmetteurs, notamment qui nous permettent de nous sentir bien et ainsi de suite. Donc pour ça, moi, je préfère utiliser d'abord l'alimentation. Je préfère apprendre à travailler autrement, enfin manger autrement parce qu'en fait, les compléments, un jour, on aura oublié de les commander, un jour, on en aura marre de les prendre, un jour, on va les oublier. Et puis C'est c'est la base, l'alimentation. C'est hyper important. Ça super. sert à rien de prendre des compléments. Enfin, c'est comme comprendre, comme quand, tu sais, par rapport au système nerveux, ce que tu disais, si on dit, on peut mettre en place des exercices et tout, mais de comprendre comment vont fonctionner Mmh ces exercices sur mh. notre système nerveux, ça change Mmh. tout. Ouais, Donc, les compléments, pourquoi pas, mais c'est sûr que c'est important d'avoir, la fondation de base, quoi. c'est ça. Pardon. Donc non, non, mais oui, oui, c'est ça et moi, je pense que c'est important, du coup, premièrement, c'est quand même la forme la plus biodisponible, de nutriments qu'on puisse avoir, donc c'est toujours plus intéressant. C'est moins cher en général aussi, et ça permet vraiment d'apprendre à faire autrement et du coup d'intégrer des choses qui vont nous permettre de maintenir aussi cet état-là pendant longtemps. Parce que si finalement, j'apprends pas à manger autrement et qu'une fois que j'ai fini ma boîte de compléments, je repars comme avant, ça va pas m'aider. Alors que changer mes habitudes, ça m'aide. Donc moi, je travaille principalement sur ça, c'est vraiment important et je travaille beaucoup avec Estelle Castellanos du coup qui est, micronutritionniste aussi, diététicienne et naturopathe et qui fait aussi ça avec ses patients. Elle privilégie toujours d'abord les sources, des aliments et ensuite, quand il y a des grosses carences et cetera, je suggère des compléments, évidemment en collaboration avec la diététicienne ou le médecin, voilà, à faire valider. Mais parce qu'il peut y avoir des gens aussi, ben, qui sont, dans des grosses carences et ça prendrait très longtemps de tout récupérer juste avec l'alimentation. Dans ce cas-là, on va leur mettre un petit coup de main à ce moment-là, ponctuel, le temps que ça aille mieux. Tu as parlé des bilans sanguins que tu analyses. Je pense qu'il y a un truc qui est important de dire ici, c'est que, les bilans sanguins, c'est une bonne base, c'est intéressant, mais on en a déjà parlé toutes les 2 souvent en off, c'est pas parce que vous avez des bilans sanguins qui sont OK que vous avez, la bonne teneur, pour vous. Il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Bah, c'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, dans la fertilité, je te prends l'exemple des spermogrammes. Ben, en fait, un spermogramme normal aujourd'hui, c'est pas le même spermogramme normal qu'il y a 20 ans. Ils ont divisé par 2, je crois que c'est Ouais, par 2 j'imagine. Pour que ça reste, acceptable malgré, tout pour que ce ça qu'ils ont reste perdu. acceptable malgré la baisse de qualité. En fait, si tu veux, les personnes, par exemple, qui ont un bilan sur un spermogramme correct, donc qui n'est pas du tout correct, en fait, dans les chiffres d'il y a 20 ans, mais ils vont se dire: «OK, j'ai rien besoin de faire parce que tout va bien». Mmh. Comme ça, tu peux fonctionner, tu peux proposer quand même des choses pour t'améliorer et c'est un peu pareil pour les oméga 3, par exemple, ou pour le cholestérol que toi, tu vas regarder et que tu vas te dire: «OK, en fait, ça a l'air d'être valeur normale, mais par contre, quand je regarde tes signes cliniques» ou pour la thyroïde, tu vois? Quand je regarde tes signes cliniques, il y a un problème, donc on va quand même aller chercher de l'iode ou de ça en plus. Ouais. Oui, oui, ben, c'est sûr que moi j'utilise, des normes fonctionnelles et donc c'est très différent. Ça veut dire qu'on a des normes de référence aussi, mais c'est les normes optimales et ça n'a rien à voir avec les normes labo. Les normes labo, elles vont vous dire si vous êtes très malade et c'est utile. C'est bien de savoir les normes un peu extrêmes comme ça pour vous dire ça. Mais par contre, c'est ça qui va faire que vous allez chez le médecin en disant: «Je me sens vraiment, vraiment mal» et que le médecin vous dit: «Non, mais tout va bien, vos labs, sont complètement normaux, il y a pas de problème». Alors qu'en fait, non et ça s'explique et encore une fois, c'est pas une lubie, c'est documenté. Enfin, il y a des vraies normes fonctionnelles qui existent, pour ça justement, et il y a beaucoup de médecins fonctionnels de plus en plus et je suis contente de voir qu'il y en a même de plus en plus en France aussi, parce que Mmh. c'est assez nouveau en France. Mais il y a beaucoup de médecins fonctionnels qui savent ça, qui travaillent avec ça, qui vont du coup vous aider à repérer ce genre de choses. Donc, moi, la formation que j'ai faite à propos des bilans sanguins et de la santé mentale, du coup aux États-Unis, elle parle évidemment des normes fonctionnelles et pas des normes labo et au quotidien, je vois tout le temps ça. La dernière fois, j'avais une dame, je crois que j'ai fait un post d'ailleurs là-dessus.
avec une ferritine à 6. Bon, elle me dit: «C'est bon, mon médecin m'a dit que tout allait bien, mais je comprends pas, je suis tout le temps en train de pleurer, je suis tout le temps anxieuse, je me sens hyper mal». Bah, évidemment, nous, nos normes, elles sont entre 50 et 150. Sachant que 50, c'est vraiment le minimum pour se sentir à peu près bien. Et bien sûr, il y a aussi la lecture fonctionnelle, c'est pas juste les normes et repérer dans les normes et dire: «Ah ça c'est bas, alors j'ai ça». C'est aussi faire les liens entre les choses. C'est dire: «Ben, peut-être que mon sodium est normal, peut-être que mon potassium est normal, mais le ratio entre les 2 est trop faible. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire de mes surrénales? Tiens, j'ai ça et ça». Vous voyez? C'est vraiment, aller lire aussi entre les lignes. Ma patiente, elle a une B12 au plafond alors qu'elle mange jamais de viande. Peut-être qu'il y a autre chose et là, du coup, je vais aller chercher, ben, peut-être qu'il y a autre chose, du coup, dans, sa santé intestinale. Est-ce qu'il y a, des parasites? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a une dysbiose? Souvent, c'est ça, les dysbioses qui vont donner ça. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça peut donner sur sa santé mentale et sur sa santé physique en même temps? En sachant que moi, je me concentre vraiment sur l'aspect santé mentale et donc dès que ça va un peu plus loin, je redirige, hein, vers, des gens qui vont pouvoir s'occuper notamment de la dysbiose ou de ce genre de choses. C'est pas moi qui le fais, mais c'est important de repérer ces choses-là et ça nous est arrivé avec ma collègue de repérer vraiment des choses qui avaient pas été vues et qui étaient vraiment importantes. Ça m'est aussi arrivé de repérer un SOPK chez une patiente et pourtant c'était vraiment pas très compliqué de le voir, et c'était passé à la trappe. Elle se sentait hyper mal et en fait, c'était évident que c'était à cause de ça et du coup, moi, j'ai rien fait par rapport à ça. Je vais pas traiter le SOPK, hein, faut que ce soit clair. Mais par contre, en repérant ces signes-là, bah, je l'ai renvoyé insister chez la gynéco, chez l'endocrino et tout d'un coup, ils ont refait des analyses et ils ont dit qu'en effet, c'était bien ça. Et ça, j'aurais des tonnes d'histoires à propos de ça parce qu'on garde aussi les médecins dans les normes, labo sans leur expliquer autre chose, sans peut-être ils ont pas le temps peut-être de faire de la veille ou de faire des choses comme ça pour, découvrir ces choses-là, mais c'est dommage parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses importantes. Donc si vous vous sentez mal, mais que vos résultats sanguins sont normaux, continuez à chercher, continuez à insister parce qu'il y a de grandes chances que vous ayez raison et qu'il y ait quelque chose derrière et allez voir du coup des professionnels qui vont s'occuper de vous en normes fonctionnelles, en médecine fonctionnelle et qui vont pas juste aller voir, le symptôme et ce que je vais faire d'autre, mais aussi, ce qui se passe exactement. Par exemple, si votre fer remonte pas, il faut pas juste donner du fer. Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle votre fer remonte pas, peut-être que vous avez des problèmes d'absorption, peut-être qu'il y a d'autres choses et du coup, c'est important d'aller regarder avec quelqu'un qui va voir le système en entier et qui va comprendre vraiment la biochimie humaine et pas juste, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est pas OK. Ah, il manque ça, donc je vais rajouter ça, qui va pouvoir faire un travail plus profond et je pense que c'est que ce soit en psychologie ou en santé physique, je pense que c'est vraiment l'idée d'aller chercher, la root cause quoi, ce qui se passe au fond vraiment et de travailler sur tout le mécanisme plutôt que d'essayer de mettre des pansements et de jouer, tu sais, au au jeu où tu t'appuies, sur les têtes là qui sortent en me disant: «Ah non, ça sort, ça sort, je vais leur appuyer dessus», sans réfléchir à pourquoi est-ce que c'est comme ça, et ce qui Mmh. se passe vraiment à l'intérieur de nous, quoi. Mmh. Mmh et puis, du coup, de s'écouter, de si on a la sensation de pas aller bien, d'aller demander un deuxième avis et d'aller vraiment se faire accompagner parce que c'est pas parce qu'on a tu sais, souvent tu as le bilan sanguin qui est OK et du coup, ben, tu te dis: «OK, c'est moi» et puis du coup, tu sombres tranquillement vers, et voilà. Donc c'est intéressant Ouais ce que tu as merci et beaucoup. c'est ce que je fais un tout petit, ma toute petite protestation pour pour la thyroïde. En France, la T3 et la T4 ont arrêté d'être remboursées et c'est vraiment, vraiment pour moi un des ça montre très bien comment réagit, la médecine française, quoi. C'est que du coup la TSH est normale donc c'est bon alors que, c'est quand même très compliqué d'interpréter une TSH si on n'a pas au moins la T3 et la T4. Malheureusement, ça fait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui passent, il y a plein de symptômes qui passent à la trappe parce qu'on a, une bonne TSH alors qu'on n'a pas ça. Donc pour les gens qui connaissent pas, c'est un peu comme si c'est une version très simplifiée ce que je vais dire, mais c'est comme si on disait, «Tu as une bonne moyenne au bac, donc c'est sûr que tu es bonne en maths et en français», alors qu'en fait, si ça se trouve, tu avais eu, 19 en français et 3 en maths et du coup, c'est quand même intéressant de savoir où est-ce que tu as des lacunes et pourquoi est-ce que tu as pas réussi à avoir la bonne note des 2 côtés. Et donc ça fait partie des choses, ben, qui vont dans les coupes budgétaires là en France et ce genre de choses et les médecins, on est aussi vachement derrière eux pour, ne pas trop prescrire, ne pas trop demander de tests. Là, il y a une médecin qui s'est fait embêter juste parce qu'elle demandait des dosages de vitamine D, et la sécu lui a dit: «Bah, vous avez qu'à juste mettre des ampoules, pas la peine de vérifier la vitamine D». Enfin, c'est quand même difficile et c'est dommage et je pense que c'est aussi un vrai sujet en France pour les patients, mais aussi pour les professionnels qui sont consciencieux et qui ont envie de bien faire. Parce que du coup, on leur permet pas de faire du bon travail et à côté de ça, ben, du coup, il y a des patients qui vont, s'enfermer dans leurs symptômes et pas savoir quoi faire et être en errance médicale de plus en plus ou finir par devoir payer eux-mêmes, leurs soins, leurs analyses pour pouvoir, réussir à s'en sortir. Ça, c'est un fait qu'il y aura de moins en moins de choses remboursées de toute façon et que
c'est important ce que tu fais aussi de toute la partie éducation, de s'intéresser, de comprendre et d'anticiper parce que c'est vers là qu'on va. Donc, ok. Sans transition, on va passer complètement à la partie maintenant un peu plus perso, tes valeurs, l'instruction en famille. Donc, tu disais en intro que tu as fait l'instruction en famille depuis le début, depuis Oui, toujours. Ça fait partie de tes valeurs. Est-ce que tu veux me dire qu'est-ce qui t'a c'est rare quand même les parents qui, tu sais, il y a souvent des parents qui sont fait de l'école normale et puis par conviction, parce qu'il s'est passé quelque chose, décident de partir en instruction en famille. Mais toi, voilà, tu savais déjà quand tu as eu tes enfants que tu allais faire l'instruction en famille? ouais. Moi, alors, mon mari et moi, on était tous les 2 très brillants à l'école. C'était pas un problème de résultats. On n'était pas spécialement, harcelés, tu vois? On avait, des ennemis et des amis comme tous les enfants, mais j'ai pas d'expérience traumatisante à l'école. Je pense que c'est important de le dire quand même parce qu'on pourrait dire: «Bah, si ça s'est bien passé à l'école pour toi, du coup, ça se passera bien pour tes enfants». Mais il y avait un côté où on savait qu'il doit y avoir autre chose dans la vie que de rester assis toute la journée et apprendre ça. Donc moi, j'ai toujours voulu faire ça. Je sais même pas comment j'ai appris que c'était possible, mais je Ça. sais pas, ça fait partie parce que j'étais ado, tu vois? Mais je me souviens très bien, pour te rappeler le vrai souvenir honnêtement, je me souviens très bien que mon mari et moi, donc on était dans cette phase, complètement in love et tout ça. Moi, j'avais, du coup 17 ans, et on était dans sa chambre et on s'était fait un petit fort, tu sais, une petite cabane, avec des trucs, on s'était mis un peu dans cette petite cabane là pour, voilà, se câliner, discuter, et là, du coup, on a discuté de nos rêves, tu vois? Et on s'est dit: «Ah, un jour, on vivra dans une communauté, on sera autonome, on produira nos propres légumes, notre viande et cetera. On fera l'école à la maison avec nos enfants, on sera autonome sans patron, on sera» voilà. C'était notre rêve, tu vois? Et finalement, bah, on a fait notre bucket list, on l'a réalisé tout ça. Et donc on n'a jamais lâché, cette idée-là. C'est du coup venu, complètement naturellement. Ça a jamais été une question de: «Est-ce qu'on allait ou pas scolariser nos enfants?» Quand on a eu des enfants, c'était une question de savoir comment on allait faire pour faire ça, parce que par contre, ben, évidemment, ça veut dire qu'il y a au moins une personne de ton foyer qui n'a pas de revenus. Ou là, tu vois, au début, moi, ma solution, ça a été de faire, pendant à peu près 2 ans, de me reconvertir en assistante maternelle pour pouvoir garder mon Mmh. enfant à la maison. C'était bien parce que c'était l'époque, tu sais, où ils sont bambins, où du coup, tu peux faire plein d'activités super chouettes avec tous les enfants que tu gardes, et ça avait un côté très sympa. C'est une très bonne option pour moi à ce moment-là. Hem, mais du coup, ça veut dire, ben, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait comme choix là-dedans? Et donc, c'est aussi, voilà, la société ne t'aide pas, il faut que ce soit clair, hein, la société ne comprend pas en général. Tu n'as pas le droit d'avoir une aide, les scolarisés, ils ont une aide, je crois que c'est, 600 € ou quelque chose comme ça au début de l'année, pour, payer les cahiers, les sacs de classe et ce genre de choses. Toi, tu vas dépenser ton argent pour, l'instruction, toute l'année, et tu vas, payer beaucoup plus cher que ça, mais on va pas te donner de prime, de scolarité, on va pas t'aider, donc et tu gagnes moins, mais tu vas avoir de l'aide si tu mets ton enfant chez la nounou, mais tu vas pas avoir une aide si toi tu gardes ton enfant. Donc il y a quand même, une vraie dimension aussi, responsabilité et financière et cetera qui va derrière. Donc voilà, donc nous du coup on a toujours, voulu faire l'école à la maison et on a toujours été prêts à faire les sacrifices qu'il fallait pour ça et à, vivre très simplement pour ça. Mais voilà, on a été très heureux quand même, on faisait pousser nos légumes, voilà, on avait une vie, très chouette malgré tout. Donc c'est comme ça en tout cas qu'on a commencé, donc ça s'est jamais vraiment posé, de faire autrement, par contre ça s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire une fois que c'était devenu interdit. C'est intéressant ce que tu partages par rapport à la vision du foyer. C'est pour prendre ce genre de décision, il faut quand même avoir une vision foyer. Et c'est vrai que c'est rare aujourd'hui d'avoir, enfin, je pense que ça se fait un peu plus rare, en effet, d'avoir des visions. On est quand même dans un monde où chacun doit faire carrière, chacun doit réussir, chacun doit avoir de l'argent à la maison, chacun doit avoir son indépendance financière. Et donc, en fait, tout ça, ça met vraiment beaucoup de charge mentale. Alors, quand on a la vision foyer, enfin, moi, je sais que, par exemple, il y a des fois où mon mari, il a très bien gagné sa vie, des fois où, il a pas travaillé, des fois où il a retravaillé, puis on s'est un peu intervertis. On a aussi travaillé tous les 2 beaucoup, mais on a toujours eu cette vision, globale en se disant: «Ben, c'est vrai que quand tu décides de faire l'instruction en famille, tu es obligé d'avoir une des 2 personnes qui décide de s'arrêter de travailler pour éduquer les enfants». Tu parles d'être partie, donc là, je pense que c'est un sujet qui va être hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as reçu le fait que ce soit interdit? Est-ce que tu as fait des demandes ou est-ce que tu as dit: «C'est bon, je pars tout de suite»? Voilà, Ouais, comment tu as je vais te répondre, je vais juste te dire une toute petite chose sur ce que tu disais avant, c'est que nous on a aussi fait ça, on a aussi, travaillé tous les 2 en faisant l'IEF.
Donc on a eu une période où aussi, moi j'avais mon cabinet en France et je travaillais du coup un gros temps partiel et lui, mon mari était menuisier charpentier, il travaillait, il avait aussi son entreprise et du coup, il faisait aussi son travail avec un gros temps partiel et on s'échangeait les enfants du coup, littéralement en courant, hein. On bossait, on bossait, on bossait, «Vas-y, c'est à toi de prendre les enfants». On retournait, on s'occupait des enfants et on échangeait et après, on faisait notre potager et cetera. Donc c'était beaucoup, beaucoup de travail. Donc c'est possible aussi, mais c'est sûr que c'est une organisation et c'est possible, ben, en fonction des boulots qu'on fait. Parce que nous, comme on était tous les 2 à notre compte, c'était possible de faire des temps partiels comme ça et d'échanger et voilà, de changer nos horaires s'il fallait arranger l'autre et cetera. Alors qu'évidemment, si on a un job, en salarié, c'est beaucoup plus compliqué peut-être de faire ça. Mais en tout cas, c'est une possibilité aussi qu'il y en ait pas forcément un qui abandonne sa carrière pour ça. Mais évidemment, on va pas non plus on va pas aux mêmes endroits quand, on travaille à temps partiel, ça aussi. Donc voilà, chacun doit trouver, ça. Mais c'est sûr que nous, on a toujours eu une vision foyer dès le départ, je sais que très peu de gens font ça, mais nous, on partage toujours tout. On partage tout notre argent et on n'a pas chacun son compte et cetera. On a toujours considéré que c'était un travail d'équipe et quand moi je travaillais pas parce que j'avais les enfants, bah, lui il travaillait, mais il considérait que je méritais aussi, cet argent parce que, ben, il pouvait aller au travail parce que moi je gardais les enfants et inversement maintenant, donc je Mmh. sais pas, on y reviendra peut-être sur sa situation actuelle maintenant à mon mari, mais, maintenant lui du coup il a pas de travail depuis plusieurs années, mais moi je partage tous mes revenus avec lui et je dis bien à mes enfants que c'est notre revenu à nous parce que lui, il est là et qu'il peut s'occuper de la maison, des enfants, de l'instruction en famille et cetera, que moi je peux autant travailler et du coup, rapporter autant d'argent. Donc, on a vraiment cette vision d'équipe, très forte dans notre famille qui, je sais, est pas forcément commune, mais, bon, ça marche pour nous. Mmh. Intéressant. Bah, si tu veux nous raconter alors, je sais pas à quel moment, voilà, c'est ton Oui, mari, ça a un petit peu changé cette organisation? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Et est-ce que c'était au moment où vous êtes partis? Avant? Après? ouais, je pense que ça va être un peu lié à la question que tu m'avais posée sur l'interdiction. Hem, donc nous, on était en régime contrôlé, donc on avait des contrôles chaque année et tout ça qui se passait très, très bien. Donc voilà, tout allait bien jusqu'à ce qu'on nous annonce que ça allait être, interdit. Là, moi, d'abord, je me suis mise en mode heu, défense. Donc j'ai travaillé avec les associations. À ce moment-là, on avait une super, c'était quand même une époque, je trouve. Moi, j'ai de bons souvenirs aussi de combien on s'est entraidés, combien il y a eu une mobilisation et tout ça dans le réseau parce que du coup, ça a été vraiment chouette. On a travaillé ensemble. Moi, je me souviens qu'on faisait des je m'étais inscrite pour faire des traductions du coup de documents internationaux, d'études et tout ça pour montrer que c'était bon pour les enfants de faire l'école à la maison et de retrouver des stats internationales et nationales, y compris de l'éducation nationale pour prouver qu'il fallait qu'on ait le droit de continuer, que c'était important et cetera. J'ai écrit un article, pour France Soir à propos de ça, on s'est beaucoup mobilisés, on a fait plein de choses pour résister jusqu'à ce que, bah, ça passe quand même et à ce moment-là, on s'est dit: «Ben, soit on peut, rester en désobéissance civile», et pour nous, c'était la seule option. C'était soit on Mmh. reste, on fait ça, soit on s'en va. En sachant que c'était aussi l'époque, gilets jaunes, violences policières, covid et cetera et que du coup, ça commençait à faire beaucoup pour nous là. On commençait à saturer vraiment de la France, de comment ça se passait et ben, dans quel monde nos enfants ils allaient vivre aussi en restant là, quoi. Donc du coup, on a vite décidé de partir parce que moi, ça m'avait quand même pas mal consumé mine de rien, de beaucoup travailler sur ça, de beaucoup, lutter, que ce soit pour ça, contre, les covid et compagnie là, toutes ces mesures-là, j'avais été beaucoup militante et du coup, je me suis dit: «Si je reste et que je suis en désobéissance civile, j'arriverai pas à être peaceful». Je serais énervée, je serais, voilà, stressée. On sera toujours à surveiller un peu derrière nous, et puis surtout, il y au il y a il le réseau se détruisait, en fait et je pense que c'est ce qui a fini aussi par faire que plein de familles qui avaient eu l'autorisation ont fini par arrêter quand même. C'est qu'à l'époque où on avait le droit, moi avec une autre maman, on avait cofondé une association, locale et du coup, on était beaucoup de familles non-sco, on pouvait avoir beaucoup de vie sociale, se retrouver, avoir des activités pédagogiques et cetera. Mais une fois qu'il restait plus que 2 ou 3 avec l'autorisation, ça n'avait plus de sens. Pour nous, c'est sûr qu'on voulait faire l'école à la maison, mais jamais tout seul. Ça il a toujours fallu qu'il y ait un groupe, des activités, une vraie communauté autour pour pas que nos enfants soient juste tout seuls à la maison avec nous. Ça a jamais été le projet. Donc
On a du coup à ce moment-là décidé de partir, mais on savait pas où aller. Donc on a littéralement accroché une, une carte du monde dans le salon. Et après on s'est mis, on a mis des gommettes, les pays où on a le droit de faire l'école à la maison, les pays où on peut avoir le visa, les pays où il y a tel et tel problème, les pays où on peut être en sécurité, les pays où on peut avoir un système de santé, ok, ce genre de choses-là. Et du coup assez rapidement le Portugal est ressorti. Et donc on s'est dit: «Bon, bah, OK, on va le tenter», on n'était jamais allé au Portugal de notre vie, on parlait pas un mot de portugais, mais on s'est dit: «Essayons», et donc on a mis en vente la maison qu'on venait juste de finir de rénover. Ça faisait 5 ans que mon mari travaillait dessus tous ses week-ends et ses soirées, pour qu'on puisse finir de la rénover, et on venait juste de terminer. Donc c'était pas facile. On avait tout notre terrain et tout ce qu'on avait construit avec, bah, tous les animaux. On avait des moutons, des lapins, des poulets, des canards, des voilà, le potager qui nous nourrissait à l'année. Toutes ces choses-là, on a dû, choisir de faire le deuil. Mais on l'a fait. On s'est dit que le plus important, c'était quand même de montrer aussi à nos enfants qu'on allait choisir la liberté. Et mes enfants connaissent bien ce truc-là, tu vois? De dire: «Obéir, c'est faire ce qu'on vous dit, peu importe ce qui est juste, et résister, c'est faire ce qui est juste, peu importe ce qu'on vous dit». Je pense que c'est vraiment ce qu'on a voulu transmettre à ce moment-là et ce qu'on a fait, vraiment. Ouais, c'est trop la phrase. Je l'ai gardé, hein. Mais Tu veux que je te d raconte donc l'arrivée au Portugal? Ça fait ouais, trop? bah, là, oui, du coup, tu avais déjà tu un petit garçon, 2e? Ouais, Tu avais déjà ton petit garçon quand tu as décidé de partir? ouais, 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 je l'avais déjà. Il avait 3 ans, je pense, à ce moment-là, à peu près. OK. Donc Bah, lui, là, maintenant, il a plus vécu au Portugal qu'en France, tu vois? Il me disait encore ce matin: «Moi, j'ai pas trop de souvenirs de France, en fait, à part de là où il va, quand il va en vacances, tu vois, l'été. Mais sinon, pour lui, il est plus portugais». donc à ce moment-là, vous étiez encore en moitié-moitié avec ton mari? Vous travaillez à moitié-moitié tous les 2? À ce moment-là, on était encore moitié-moitié, et ensuite il a fallu qu'il commence à vendre ses machines et tout ça pour partir. Donc ça a baissé son activité. Et et aussi entre-temps, ce qu'il y a eu de très important et qui fait qu'on a eu la chance de partir, c'est surtout qu'avec le Covid, moi, j'ai refusé de faire des consultations masquées. Donc j'ai fait des téléconsultations. Comme ça, c'était un bon moyen pour, faire un entre-deux. Et en fait, quand j'ai fait des téléconsultations, j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup plus de demandes. Et donc là, une fois que ça a beaucoup pris, bah, ça a commencé à devenir du coup, possible de, assez facilement aller à droite et à gauche, parce qu'en fait, je travaillais dans mon Mmh. bureau, mais mon bureau, il aurait pu être maintenant n'importe où. Donc ça a fait aussi une grosse différence. Ça a fait qu'on s'est dit: «Bah, finalement, c'est peut-être plus la peine, enfin, on est peut-être plus obligé de rester ici et on peut partir juste avec mon travail». Parce que ça marchait très bien, et bon, depuis ça a marché de mieux en mieux, donc c'était un bon risque à Bien prendre. comme le covid, ça pour certaines personnes, ça a été difficile et puis pour certaines personnes, ça a été un tremplin parce que finalement, tu Mmh, es obligé de voir les choses ouais. différemment, de te réinventer et de te dire: «En fait, je peux me réinventer, ça marche aussi» et ouais, trop bien. C'est après le confinement, en voyant que même mes patients qui habitaient pas très loin, ils voulaient rester en téléconsultation pour la Ouais. plupart parce que c'était confort, ils avaient pas à prendre la voiture, ils pouvaient rester en pyjama, ceux qui étaient anxieux, ils aimaient bien rester dans un environnement plus aussi qu'ils connaissaient mieux, et cetera. Je me suis dit: «Bah, en fait, c'est pas la peine, on peut le faire». Mmh. Pareil, j'avais beaucoup animé de conférences et de choses comme ça en présentiel, mais là, pendant le covid, on m'en avait demandé à distance, donc ça aussi, je pouvais l'emmener avec moi, donc l'un dans l'autre, c'était possible. Donc on a ça a pris du temps, hein, on a tout vendu, tout ce qu'on avait dans la maison pratiquement, on est reparti avec 3 fois rien. Alors que c'était une grande maison, donc elle était bien remplie, et puis après, ben, on a pris la route, avec les 2 enfants du coup. Et à quel moment tu as su que ton mari avait une maladie? Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ben, en fait, ça faisait déjà des années qu'il avait plein de petits symptômes, mais tu vois, on avait une vie très, très, riche. On travaillait énormément tous les 2. Notre fils, il était né avec comment on dit? Birth defect, tu sais, une malformation de naissance. Du coup, ça avait été extrêmement dur, les 2-3 premières années de sa vie, vraiment. C'était beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs, très, 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 très peu de sommeil. Donc c'était une période hyper stressante, hyper fatigante et tout ça. Hem Et donc à chaque fois qu'il avait un symptôme, les médecins lui disaient: «Oui, mais c'est parce que vous êtes stressé, c'est parce que vous travaillez trop, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie, c'est normal». Donc en fait, il était déjà allé depuis plusieurs années. Si tu veux, techniquement, je pense que les premiers symptômes, c'était il y a 11 ans, tu vois? 10-11 ans. Mais en fait, personne n'a jamais fait le lien avec tout ça. Tout le monde disait que c'était sur le stress, et cetera. Et donc quand on est partis, c'est le moment où, il y avait plus ça comme excuse, en fait.
et où du coup, on pouvait plus dire que c'était juste le stress et cetera parce qu'il était en vacances. Concrètement, il était dans un autre pays où il faisait beau, à la mer, avec ses enfants, avec plus de problèmes de travail, plus de problèmes de stress, un rythme comme il voulait, cool, Mmh. et ça faisait qu'empirer. Et du coup ça s'est empiré jusqu'à ce qu'il ait des symptômes qui ressemblent à Alzheimer. Donc c'était vraiment dur. Je vais pas rentrer dans le détail de comment ça s'est passé parce que c'est encore dur de s'en souvenir de ce moment-là. Mais du coup, à ce moment-là, j'avais eu la chance par contre d'être contactée par ma collègue Estelle Castellanos, avec qui du coup, elle était pas encore amie avec moi, mais je venais juste de la rencontrer. Elle m'avait embauchée pour travailler, pour son site internet et cetera. Et je sais pas, je lui dis comme ça: «Ah, tu sais pas quoi, mon mari, il a ci, il a ça, je sais pas ce qu'il a, c'est vraiment dur en ce moment», et elle me dit: «Mais est-ce que ce serait pas Lyme en fait, ce qu'il a?» Et tout d'un coup, ça percute que oui, en fait, j'en avais déjà entendu parler, et que quand on habitait en Ariège, donc des années avant, nos voisins étaient venus nous dire qu'en effet, c'était endémique là où on habitait, que c'était très risqué. Et je me souviens, il m'avait dit: «Tu sais, cette voisine-là, elle était jeune, hein, et elle a beaucoup de problèmes neurologiques à cause de ça», et à l'époque, je me suis dit: «Non mais les problèmes neurologiques à cause d'une piqûre de tique, mais n'importe quoi, je sais pas ce que c'est que cette histoire, mais moi, j'en ai jamais entendu parler, ça me paraît complètement délirant». J'avais quand même lu ce qu'il m'avait raconté, mais ça me paraissait un peu fou, je sais pas, ça me paraissait un peu lointain, loin de ce que je connaissais Mmh. et de ce dont j'avais l'habitude, quoi. Donc entre temps, j'avais revu des petites choses passer, mais sans plus. Donc là, c'est là qu'on a vraiment, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un score que tu peux faire pour vérifier, et faire tous les diagnostics différentiels de tous les symptômes que tu as, et en fait, il a explosé le score, et en fait, c'était ça. Et donc après, on est rentré dans tout le parcours, médecin, analyse sanguine, IRM, toutes ces choses-là parce que ça avait, abîmé son cerveau et plein de parties de son système. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait, ça pouvait durer pour toujours, et là, les médecins nous ont dit qu'il avait été malade depuis trop, trop longtemps, que c'était une forme très avancée et que du coup, il pouvait espérer être en rémission de temps en temps, mais qu'il finirait toujours par, retomber, et qu'on saurait pas jusqu'où on pourrait, alléger ses symptômes, quoi. Donc du coup, on savait pas s'il pouvait retravailler ou pas, et donc ça, c'était il y a 4 ans à peu près, cette partie-là où il était vraiment très mal, et où on s'est rendu compte que c'était ça, et c'est clair que là, il n'a pas pu retravailler, il pourrait pas retravailler, et honnêtement, je doute qu'il puisse retravailler un jour, malgré tous nos efforts, quoi. Donc ça aussi, ça a changé la dynamique où maintenant il y avait plus l'option, il va travailler, il va nous construire une maison, il va pouvoir faire ça, on va pouvoir refaire pareil le potager, toutes ces choses-là en fait qui demandent beaucoup d'énergie, ben, il ne pouvait plus le faire non plus. Donc ça a rebasculé tout notre mode de vie, tout ce qu'on avait fait jusqu'ici, tout ce qu'on avait prévu de faire en arrivant au Portugal. Et évidemment, du coup, ça a mis, toute la pression financière sur moi parce qu'il fallait que j'assure pour avoir de l'argent pour nous tous. Et au début, juste pour vivre comme ça, et aussi avec le temps, ben, l'idée aussi qu'il cotisait pas, du coup, pour, la retraite. Il mettait pas d'argent de côté, du coup, il n'en avait pas. Il a pas de pension, il a rien du tout pendant tout ce temps-là, donc ben, faire pour vivre tous les jours, oui, mais il faut aussi qu'on pense à l'avenir et à comment faire pour, sécuriser pour lui aussi, si ça va pas mieux, quoi. Plus là, autre truc, c'est le coût des soins et de toutes ces choses-là qui sont en général, pas du tout des produits remboursés, ni reconnus, et donc qui est aussi, énorme pour beaucoup de monde. Mmh. Waouh, et comment tu as vécu ce passage, toi? Au début, moi, je suis très forte en mode survie, donc moi, j'étais en mode action. On va trouver ce qu'il y a à faire, on va faire les examens, on va trouver les médecins, et cetera. Donc j'étais beaucoup, beaucoup dans le faire, mais du coup, je passais des nuits à m'occuper de ça. Et en fait, au début, je pensais qu'on s'en sortirait «plus vite» entre guillemets, et puis je me suis rendu compte que non, et puis j'ai fait des séminaires internationaux avec des médecins et tout ça sur Lyme qui disaient que, bah, en fait, les résultats pour les Lyme chroniques sont très mauvais pour l'instant quand même. Et donc j'ai commencé à me rendre compte que ça allait être un vrai marathon, que ça allait durer beaucoup plus longtemps et qu'il fallait que je ralentisse un peu aussi pour, garder de l'énergie pendant tout ce temps-là, quoi. Donc Mmh. ça a été difficile, et c'est encore difficile, hein, pour être honnête, c'est pas drôle, la maladie chronique, ça peut être, très difficile. Il a quand même eu beaucoup d'améliorations de ses symptômes par rapport à la phase où il y a à peu près 2 3 ans, il était très, 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 très mal avec, vraiment très, 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 très mal. Où il pouvait être alité, en fauteuil, complètement incapable de tenir une conversation parce qu'il oubliait ce qu'on venait de dire il y a 2 minutes, vraiment c'était très compliqué. Là, ça va beaucoup mieux, on l'a récupéré, cognitivement, on va dire tous ces symptômes cognitifs, on les a récupérés. Mais physiquement, il reste beaucoup, beaucoup de douleurs et de choses comme ça, donc et de fatigue, donc ça, c'est encore, très difficile.
Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment, là-dedans, même si c'était dur et même si c'est encore dur, on s'est toujours dit qu'on avait vraiment énormément de chance que moi je puisse travailler, que je puisse travailler en ligne, que je puisse travailler autant, que je puisse faire autant d'argent avec mon business. Parce que mine de rien, bah, maintenant, même si tout le monde m'a dit que j'aurais dû faire l'école d'infirmière, je gagne bien plus que ce que j'aurais gagné à l'école d'infirmière et sans avoir été obligée de me faire injecter comme, si j'avais été infirmière pendant le covid, ce qui pour moi était quand même important. Donc ça aussi, on s'est toujours dit que malgré tout, bah, on avait quand même de la chance parce que grâce à ça, ben, oui, il peut plus avoir un potager et tout ça, mais maintenant il peut vivre, au soleil, près de la plage, quand il a un peu d'énergie, il peut même aller surfer, certains jours, et il peut profiter aussi, de choses chouettes même si c'est difficile. C'est très émouvant et à la fois c'est très inspirant parce que je suppose que vous avez quand même peu d'entourage et on en a déjà parlé aussi toutes les Ouais. 2 et en fait, ben, tu déjà j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu penses que tu aurais autant développé ton activité si tu n'avais pas vécu ça? Je pense pas. Je peut-être que ça se serait fait parce que, alors mon activité s'est vraiment développée avec le bouche à oreille, c'est principalement ça. De temps en temps, je fais des posts sur Instagram et tout ça, mais franchement, c'est pas ça qui me ramène le plus de gens, c'est vraiment le bouche à oreille. Mais bon, des fois, j'ai eu un post Instagram qui m'a ramené une patiente qui se fait appeler maintenant le pangolin, c'est notre blague, parce qu'elle a tellement contaminé d'autres patients là, donc elle est en Calédonie, elle a tellement contaminé d'autres gens que du coup, il y a j'ai reçu énormément de gens juste par une personne du coup, qui a Oui. beaucoup de monde avec les années, qui venait de un post Instagram, de au tout début où j'avais Instagram, où j'y connaissais rien. Donc tu vois, des fois, il suffit d'une chose et ça peut se débloquer, ça peut faire boule de neige. Donc je pense que du coup, j'ai pas fait des grosses stratégies, j'ai pas dépensé beaucoup d'argent pour faire des choses comme ça, mais j'ai quand même eu du temps. J'ai eu plus de temps du coup pour, m'améliorer, pour, même continuer à me former, pour communiquer un peu, pour, faire des choses comme ça et donc je pense que ça m'a beaucoup aidée quand même, à pousser, à aller un peu plus loin, à chercher justement plus loin que ce que j'aurais peut-être fait où je me serais contentée de: «Bon, bah, c'est bon, j'en prends pas plus», et puis du coup, ben, je reste comme ça dans un entre-deux parce que mon mari, il travaille aussi et c'est comme ça. Donc je pense que ça m'a quand même vraiment aidée à développer plus que ce que j'aurais développé si, on avait travaillé tous les 2 encore. Ça oui. Je pense mine de rien la petite pression de se dire, «Tout repose sur que tes épaules et que tes revenus et il y a tout ça à payer et il va y avoir tout ça demain», ça m'a aussi poussée à peut-être, un peu plus travailler quand même. Et si on met le rapport par rapport au système nerveux, il y a quand même des personnes qui vont vivre ça et qui vont être en figement, tu vois? Complet. Mmh. Toi, ça a été le contraire, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense que, ben, c'est Comment tu l'expliques? la réponse qu'on a quand on vit un moment difficile, c'est toujours, ce qui nous a protégés le plus quand on était enfant. Les 1ers mécanismes qui nous ont protégés le plus, c'est ça qui va se réveiller quand, on va vivre quelque chose de difficile. Et du coup, ben, c'est clair que moi, j'ai toujours eu un état d'esprit très combattant et que c'est ça qui m'a beaucoup aidée à survivre. Donc c'est une force dans laquelle je peux, taper, assez facilement quand j'ai besoin, mais du coup, ça veut dire aussi il faut que je fasse attention de ne pas trop taper dedans et de compenser aussi avec des moments pour récupérer parce que sinon je peux aussi m'épuiser évidemment donc je pense que quand on vit des choses comme ça, il y a pas de bonne et de mauvaise manière, de les vivre. Franchement, c'est difficile. Là, en ce moment, on a aussi la meilleure amie de ma fille qui vient d'être, à qui on vient d'annoncer qu'elle avait un cancer, tu vois? Et sa mère, elle est terrorisée par toutes les choses médicales en général et pourtant, bah, elle va tous les jours, enfin toutes les semaines du coup faire sa chimio à l'hôpital et elle prend sur elle et tout. C'est quand on est face à des choses comme ça un peu extraordinaires, ben, souvent on trouve aussi, de l'élan et quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé forcément dans d'autres conditions, dans d'autres contextes. Mais quoi qu'il arrive, ça vaut la peine de vous faire aider, de vous faire accompagner. Moi, j'ai un groupe de parole de conjoints de malades chroniques qui m'a beaucoup aidé quand il était très, très mal et que c'était vraiment qu'il était au plus mal de ses symptômes. Il y a des associations d'aide pour les aidants aussi qui peuvent vous aider. Il y a plein de choses aussi, il faut pas hésiter à s'entourer, et pour les malades et pour leur famille quand Ouais. si ça vous arrive. Mmh. C'est important de pas rester seul et donc si je reprends tes mots, toi tu dirais que la différence entre une personne qui va combattre ou qui va figer dans ces moments-là, c'est quelque chose qui se passe plutôt dans l'enfance? Ou j'ai pas bien compris? Si, si, ben, en fait, c'est ce qui t'a protégé le plus. Ton cerveau, il se dit: «Ben, jusqu'ici, dans ces cas-là, ce qui nous a protégé le plus, c'est de réagir comme ça, donc c'est ce qu'on va faire». Donc
Du coup, ça va être ta première réponse par défaut et ensuite si tu en as plusieurs, parce qu'en général tu peux en avoir plusieurs, hein, bah, du coup, selon ce que tu as vécu, ton cerveau, il va paramétrer que ce sera plus efficace de faire comme ci ou de faire comme ça et du coup, il va te guider vers ça. Mais encore une fois, quelle que soit la réponse, si tu te fais accompagner, tu peux C'est ça. sortir de là et trouver la réponse qui est la plus équilibrée pour toi. Hyper inspirant. OK. Bon, bah, merci pour ça et aujourd'hui attends, parce que du coup, j'ai posé une autre question. Vas-y, vas-y. Ah oui, je voulais te demander du coup comment ça se passe une journée type chez toi? Entre l'instruction en famille, la gestion de la maison, le boulot, comment tu t'organises? Comment justement tu gères ces moments d'intensité et ces moments où je me nourris, où je récupère? Alors, je pense qu'on n'a pas forcément de journée type, on a plus des semaines types. Chez nous, ça s'étale plus sur la semaine, l'équilibre, qu'on trouve. Donc premièrement, le week-end est sacré. Je ne travaille jamais le week-end. Au tout début, je l'ai fait, hein, justement pour qu'on puisse, travailler tous les 2. Par exemple, je prenais des patients le dimanche, je faisais des choses comme ça, mais maintenant que je travaille toute seule, je fais plus jamais ça. Très récemment, j'ai pris aussi mes vendredis après-midi, en tout cas après 14:00, heure portugaise, j'arrête de voir des patients et du coup, ça me permet d'être aussi là, pour organiser les meet-up et faire des choses comme ça. Parce qu'ici, du coup, on a un gros réseau non-sco, donc c'est vraiment chouette. Il y a tout le temps quelqu'un à voir, il y a tout le temps du monde. Il y a très souvent des non-sco qu'on va croiser, d'ailleurs par hasard, dehors et découvrir qu'eux aussi font l'école à la maison. C'est très drôle, très chouette pour les enfants. Hem donc le week-end et maintenant depuis peu le vendredi après-midi, c'est sacré, pas de travail et c'est que famille. Après les semaines, j'ai quand même plutôt des journées où, moi je travaille beaucoup. J'ai des patients vraiment partout, enfin, on est en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, en France, aux États-Unis, au Canada. Il y en a un peu, voilà, la Suisse, des choses comme ça. Donc selon les fuseaux horaires, ben, du coup, ça peut faire que je peux avoir pas mal d'amplitude aussi selon les changements d'heure, avec, tous ces fuseaux horaires. Donc parfois, je peux commencer tôt et finir tard. Quand c'est comme ça, j'essaye de faire une pause dans l'après-midi où soit je sors, soit j'arrive à voir les enfants, faire un petit jeu avec eux, passer un peu de temps en famille. Je commence à 9:00 heure portugaise en général, sauf, quelques fois dans la semaine où je dois prendre du coup des patients pacifiques là qui sont un peu plus hauts, pour pouvoir aussi faire toujours le petit déj avec mes enfants. C'est un peu notre moment aussi où on sait qu'on se réveille tranquillement, on est ensemble et je peux au moins commencer la journée avec eux. Ça, c'est super important pour moi. Et après eux, ils sont très rythmés par les activités qu'ils ont, parce qu'ils ont beaucoup d'activités. Il y a le sport 2 fois par semaine, le lundi après-midi, en général, ils vont à la piscine. Le mercredi, ils font une sorte de forest school, avec des amis qui est animée par mon mari et des amis et où ils apprennent plein de choses, ils font plein de choses. Le vendredi après-midi, on a un rendez-vous régulier avec, les non-sco locaux, d'Algarve. Ils ont un groupe de scouts, francophones d'Algarve aussi, où ils vont régulièrement, du coup, c'est toute la journée. Donc ça va être le week-end. Il y a plein d'activités et dans tout ça, en plus, il y a tous les moments où on s'invite les uns les autres et on se retrouve à la plage les uns les autres et tout ça. Donc, eux, ils ont une vie très riche où ils vont faire, le matin l'école, sauf le mercredi où ils font toute la journée là-bas. Mais sinon, le matin, ils font l'école à la maison avec leur papa et puis l'après-midi, ils vont faire des activités, ils sortent, ils font des choses comme ça. Et puis on se retrouve, le soir, pour se faire un petit bisou, un câlin et des fois j'ai le temps de dîner avec eux, des fois je finis trop tard et je viens juste les voir après le dîner et pour leur faire un bisou. Donc je suis peu dispo avec eux la semaine, mais je compense un peu le week-end, comme je peux. Et après honnêtement, je prends aussi très peu de vacances, mais ça c'est plus lié, encore une fois, à la situation de mon mari et tout ça, le fait que j'ai quand même besoin de mettre pas mal de produire pas mal de sous. Donc ça, c'est la chose sur laquelle je dois travailler un peu plus, prendre un peu plus de semaines de vacances. C'est intéressant parce que tu vois, les vacances, je te partage mon feedback, moi perso par rapport à ça, je n'en ressens pas vraiment le besoin. Parce que vu que j'arrive à m'organiser au quotidien, la semaine et que je subis pas, c'est-à-dire que si à un moment donné ça va pas, je vais m'écouter, je vais réajuster, à chaque fois je réajuste sans aucun problème, tu vois? Ben, du coup, je ressens pas ce besoin de me repos. Je ressens par contre un besoin d'avoir des temps morts, donc un Mmh, peu comme toi le week-end, tu vois? Pour couper et pour du coup laisser venir, naturellement créer de l'espace pour laisser venir d'autres choses, tu vois? Mais c'est vrai que ce côté vacances, toi tu ressens quand même ce problème, c'est enfin ce cette tu ressens quand même cet appel de vacances? moi, je pense que ça me ferait du bien d'avoir une semaine qui quand j'ai des semaines qui coupent complètement, de complètement sortir mon esprit du travail, ça m'aide. Mais je pense que c'est surtout pour les enfants, tu vois? Ça leur plaît d'avoir une semaine entière où on peut vraiment être ensemble et pas juste, 2 jours et après maman doit retourner au travail. C'est plus eux qui vont réclamer ça, tu vois?
Après, je trouve que c'est un énorme avantage d'habiter dans un endroit comme chez nous parce que tu vois, là, on habite à 2 minutes d'une super belle plage, et des fois je dis: «Bah, les enfants, j'ai que 1 heure, mais allez, pendant 1 heure, on va là-bas, on fait une petite rando, on se promène ou on se baigne ou on va», et du coup, ça permet de faire plein de petites pauses vacances, et les week-ends sont hyper, hyper ressourçants parce que tu passes littéralement le week-end où tous les gens, eux, ils payent pour faire ça en vacances, et toi, c'est ton week-end normal, c'est ta journée normale. C'est Tu vois, cet après-midi, on a notre rendez-vous normal du vendredi, dans un endroit où tout le monde, paye pour aller en vacances, et parce que c'est super, c'est génial, et on va faire ça, on va pouvoir, faire du skimboard, du surf, des choses comme ça, hyper facilement comme si c'était, voilà, un jour, classique alors que, bah, c'est un vendredi après-midi, j'aurais travaillé le matin et cetera. Donc c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est hyper, hyper ressourçant. Ou même, tu vois, finir une journée, aller te promener au bord de l'eau, ça a rien à voir. Donc c'est une énorme chance, quand tu habites dans un endroit comme ça c'est sûr. Bon, on arrive à la fin de cet échange et pour ouvrir, un peu les perspectives, j'avais envie de te poser des questions sur, en fait, ce qui est intéressant dans ton parcours, ce que je trouve génial, c'est, ben, le fait que tu aies regardé, ce qui se passe ailleurs, que tu sois formé dans d'autres pays, que tu sois parti et du coup, tu as rencontré d'autres familles, d'autres façons de vivre, tu vois, ça ouvre, les rencontres et du coup, je voudrais bien ton avis sur, quel est, selon toi, l'avenir du travail et l'avenir de l'école? Alors ça Famille. je ne voudrais pas, prédire quoi que ce soit. Je pense pas Non. que, je sois capable, mais je dirais que, je sais pas ce que ça sera l'avenir du travail ou l'avenir de l'école, mais j'espère que on va se rendre compte que c'est pas bon. Moi, je vois plein de patientes en burn-out, qui sont salariées ou qui sont entrepreneurs et aussi qui se font avoir, par le côté où on nous vend qu'il faut qu'on soit Wonder Woman. Il faut qu'on fasse une bonne carrière, mais qu'on soit aussi super séduisante avec nos maris, mais qu'on sache prendre du temps pour nous, qu'on soit mince, mais qu'on s'en veuille pas si on n'est pas mince parce qu'il faut qu'on soit body positive. Enfin, qu'on soit une mère, assez stricte et ferme, mais en même temps, très bienveillante et maternante, et qu'on arrive à lâcher prise, mais qu'on arrive à se coucher tôt. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses comme ça. Je pense que à la fois quand on est employé, à la fois quand on est entrepreneur, notre société, elle nous pousse quand même à toujours faire plus, 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 et j'espère que je trouve qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui reviennent de ça, et j'espère que l'avenir du travail, ce sera aussi, trouver des moyens pour équilibrer tout ça et pour pas se cramer à chaque fois, et se retrouver vidé et devoir faire un burn-out avant de recommencer exactement le même schéma. J'espère qu'on trouvera des choses plus équitables aussi pour tout le monde et plus justes, quel que soit notre niveau social, tu vois? Et pour l'école, ben, j'ai vu là qu'ils allaient manquer d'élèves, je sais pas si tu as vu ça? Il va y avoir de moins en moins d'élèves là les prochaines années et cetera. J'espère que ça sera l'occasion pour eux de réfléchir à changer les choses et à revoir un petit peu, hem, leur façon de faire, en sachant que, là encore, il y a pas de mystère, hein, c'est ultra documenté depuis des années que le système comme il est fait en France, il ne fonctionne pas et qu'il est pas plus efficace. Tous les parents et les enfants savent que tous ces devoirs le soir, ça les aide pas à apprendre mieux. On a des résultats, internationaux et nationaux qui montrent qu'on pourrait travailler moins et réussir mieux. Je pense que mes enfants, ils ont un excellent niveau académique, et ils travaillent, peu comparé à des enfants, qui sont scolarisés, et pas parce que c'est les enfants les plus intelligents du monde, mais parce que, si on donne le bon contexte, le bon moment, la bonne méthode, il y a pas besoin d'autant, galérer. Encore une fois, je pense que c'est pas pour tout le monde de faire l'IUF, c'est pas pour tout le monde d'aller à l'école, et qu'il y a, des instituts qui sont, géniales, et il y a des parents en IEF qui font du très mauvais travail aussi. Mais j'aimerais bien que dans les 2 cas, ce soit, plus centré sur les vrais besoins de ceux qui y sont. Ça veut dire, ben, que les enfants, ils trouvent leur compte vraiment, que les adultes, ils trouvent leur compte aussi. Parce que j'ai eu des patientes directrices d'école, instit, et qui sont aussi en souffrance parce qu'elles subissent énormément le système, de la même manière. Donc je pense qu'un un environnement de travail et un environnement scolaire où on peut, remettre l'humain au centre et remettre aussi un peu de plaisir, de joie et cetera, ce serait beaucoup plus performant, on le sait, et ça permettrait aussi, ben, de de changer les choses pour les générations futures en général, au fur et à mesure. Mmh. Mais comment ça sera exactement, je ne sais pas. Je peux juste dire ce que j'aimerais qu'il soit. Bah, c'est bien déjà, ça pose les mots et l'univers t'entend. Et dernière question, quel est ton ah non, j'ai 2 dernières questions. La première, c'est si tu voulais nous partager ton plus grand rêve, si tu avais une baguette magique? Ben, je pense que le plus grand rêve que j'avais dans la vie, c'était notre bucket list de quand on était ado, et tu vois, on l'a réalisé. Donc on a eu des enfants, on est restés ensemble, on a été autonomes, on a eu,
une famille d'amis très riche qu'on a encore hein, partout où on va. Et on a fait l'école à la maison. Donc, je pense que maintenant, j'ai un rêve peut-être moins clair et case à cocher, mais peut-être juste de réussir à profiter de l'instant présent, de trouver, demain un monde où ce sera plus juste pour tout le monde, plus juste, pour, dans notre société, mais dans les autres et dans tout ce qui se passe mondialement là, que j'espère qu'il y aura plus de gens qui se réveilleront et qui iront faire, se battre comme nous pour qu'il y ait plus de justice en général et plus de sens parce que je trouve que ça part pas forcément dans le bon sens. Je crois que maintenant mon rêve, c'est plus de réussir à de pas louper des petits moments où on pourrait en profiter, de savoir aussi se dire qu'on a assez, être reconnaissant pour ce qu'on a, plutôt que toujours chercher, plus, plus, plus. Parce que, on peut aussi vite tomber dans ça et c'est pas toujours mieux. Vous n'avez pas toujours besoin de travailler plus sur vous, vous n'avez pas toujours besoin de vous améliorer et d'être votre higher self. Vous avez besoin de trouver ce qui a du sens pour vous et le bon équilibre pour que vous puissiez en profiter et après c'est bon. Des conseils lecture ou podcast? Bah, je te mettrai un podcast si tu veux, que tu pourras mettre en lien là, que j'aime bien, à propos du mindset là, je pense qui donne des bonnes opportunités. C'est un podcast sur le growth mindset, on appelle ça. En gros, c'est l'idée que soit vous avez un fixed mindset et du coup vous allez, avoir l'impression que vous êtes capable de faire quelque chose ou pas. Je suis bonne en français, mais je suis nulle en maths et ça changera jamais, par exemple, ce genre de choses. Soit vous avez un growth mindset où du coup vous apprenez qu'en fait vous pouvez, changer et que pourvu que je m'entraîne suffisamment, j'arriverai à faire ci et ça. Et je pense que si on veut être entrepreneur, c'est hyper intéressant de travailler là-dessus, hem, parce que, c'est ça qui nous permet d'aller plus loin parce que finalement, souvent ce qui nous bloque, c'est juste nos propres limitations, nos propres croyances limitantes je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, d'accord? Je comprends bien. On est d'accord que je parle dans un cadre où je suis une privilégiée blanche, qui raconte ça, hein, j'en ai bien conscience. Mais globalement, souvent ce qui peut nous manquer, c'est ça et du coup, ça peut faire du bien de réentraîner son cerveau à savoir se dire: «En fait, je suis peut-être capable de plus, il suffit que je m'entraîne et il suffit que j'essaye encore» et de retrouver ça. C'est à mon avis une des conditions primordiales pour bien réussir et puis, pour être heureux. Merci beaucoup Marine pour ton temps. Avec plaisir. Merci. Merci pour tout. À bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, la meilleure façon de me soutenir est de lui donner 5 étoiles, le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée et le partager sur vos réseaux sociaux en m'identifiant. Cela m'aide énormément à donner plus d'impact à ces messages. Vous avez une idée d'invité ou une histoire incroyable à partager? N'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse se trouve juste ici, dans les notes de l'épisode. À bientôt!